Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et cher auditeur. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aladin. Il était une fois, dans une lointaine contrée d'Orient, un jeune homme nommé Aladin. Il était très pauvre et vivait seul avec sa mère, restée veuve. Un jour, un homme étrange, qui prétendait avoir connu son père, lui promit une grande récompense, à condition qu'il l'aide à accomplir une tâche mystérieuse. Aladin accepta. Arrivé à l'entrée d'une grotte, l'étrange homme, qui était en réalité un sorcier redoutable, lui ordonna de s'y glisser pour chercher une vieille lampe et la lui rapporter. Afin de le protéger contre de potentiels dangers, il lui tendit un anneau magique. Aladin trouva la lampe sans difficulté, mais le sorcier refusa de le laisser sortir de la grotte avant qu'il ne lui remette cette antiquité poussiéreuse. Soupçonneux, le garçon refusa. Furieux, le sorcier fit alors rouler une lourde pierre devant l'entrée de la grotte, enfermant Aladin à l'intérieur. Le garçon se souvint alors de l'anneau qu'il portait. Il le tourna 3 fois autour de son doigt, et, à sa grande surprise, un génie en surgit. « Je suis le génie de l'anneau. Que désires-tu, mon bon maître ?» « Fais-moi sortir d'ici si tu le peux, bon génie, » supplia Aladin. Le génie s'exécuta en un claquement de doigts avant de disparaître. De retour chez lui, Aladin décida de nettoyer la vieille lampe qu'il avait ramenée afin de la vendre au marché le lendemain. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il vit en surgir une autre créature, le génie de la lampe. Celui-ci lui expliqua qu'il pouvait exaucer n'importe quel souhait. Aladin lui demanda alors un palais somptueux et des sacs remplis d'or. Quelque temps plus tard, Aladin tomba amoureux de la fille du sultan du pays. Très vite, les 2 jeunes gens se marièrent, et il sembla que rien ne pourrait troubler leur bonheur. Un jour, pourtant, le méchant sorcier apprit que le jeune homme avait réussi à sortir de la grotte grâce à la lampe magique. Pour la récupérer, il se déguisa en marchand de lampe et se rendit sous les balcons du palais d'Aladin en criant à tue-tête. « J'échange des lampes neuves et brillantes contre de vieilles lampes. » La princesse, ignorant tout du pouvoir de la lampe d'Aladin, la tendit au faux marchand et reçut en échange une lampe toute neuve. Le sorcier se hâta alors de frotter la lampe, invoquant le génie, et lui ordonna « Emporte immédiatement le palais d'Aladin avec la princesse dans un endroit très éloigné d'ici. » Le génie dut bien lui obéir. Aladin crut que son cœur allait se briser lorsqu'il rentra chez lui et découvrit que son palais et son épouse avaient disparu. Il invoqua aussitôt le génie de l'anneau et lui ordonna de le conduire sans délai là où se trouvait sa femme et la lampe magique. En un instant, il se retrouva dans le palais volé. Pendant que le sorcier dormait, Aladin récupéra la lampe et la frotta. Lorsque le génie de la lampe apparut, il lui ordonna d'emporter le sorcier dans un pays lointain d'où il ne pourrait jamais revenir. Ensuite, il lui demanda de ramener le palais avec tout ce qu'il contenait dans sa ville d'origine. Et depuis ce jour, Aladin et son épouse vécurent heureux jusqu'à un âge très avancé. Les cygnes sauvages. Il était une fois un roi qui avait 11 fils et une seule fille, prénommée Élisa. Ils coulaient des jours heureux dans leur beau château. Hélas, un triste jour, la mère des enfants mourut, et peu de temps après, le roi prit une autre épouse. Mais la marâtre n'avait aucun amour pour Élisa et ses 11 frères. Très vite, elle décida de s'en débarrasser. À l'insu du roi, la marâtre bannit Élisa dans une forêt lointaine.
Puis elle convoqua les princes, qu'elle tenta de changer en hideux corbeaux grâce à un puissant sortilège. Mais le sort échoua. Les 11 frères furent transformés en magnifiques cygnes blancs. En poussant des cris de détresse, ils s'envolèrent et disparurent dans le ciel. Élisa, livrée à elle-même, erra longtemps avant de retrouver ses frères près d'un lac à la nuit tombée. Ils pleurèrent de joie en se serrant fort l'un contre l'autre. Ils lui confièrent leur terrible sort. Le jour, ils étaient cygnes, et la nuit, ils redevenaient humains. Le cœur d'Élisa se serra, et chaque soir, elle pria pour les sauver. Une nuit, elle fit un rêve étrange. Une bonne fée lui apparut et lui révéla comment briser l'enchantement. Tu devras tisser 11 chemises avec des orties. Mais prends garde, dès que tu te seras mise à l'ouvrage, garde-toi bien de prononcer un seul mot, sous peine de condamner tes frères à rester cygnes à jamais. À son réveil, Élisa se mit aussitôt à la recherche d'orties et fit vœu de silence, malgré la douleur que lui infligeaient leurs feuilles. Sans un son, elle tissa les chemises, jour et nuit, sans jamais se plaindre. Un jour, alors que ses frères s'étaient absentés, un prince la découvrit penchée sur son ouvrage. Il en tomba éperdument amoureux et l'emmena dans son palais, où il l'épousa. Élisa, qui était elle aussi tombée sous son charme, se souvint cependant de sa promesse et ne prononça pas un seul mot. Avec application, elle continua à façonner ses chemises. Hélas, un jour, elle se rendit compte qu'il ne lui restait plus qu'une seule feuille d'ortie. Sous le couvert de la nuit, elle se glissa dans un cimetière sinistre où se réunissaient des sorcières. À leur vue, Élisa crut mourir de frayeur, mais elle cueilla courageusement une multitude de branches d'ortie avant de retourner au palais. Son escapade nocturne n'avait pas échappé au conseiller du roi. Le mauvais homme l'accusa de sorcellerie et le roi, désemparé, vit son épouse enfermée dans une cellule froide et humide. Le jour du jugement, alors qu'on l'amenait au bûcher, 11 cygnes apparurent dans le ciel. Élisa, à la dernière seconde, leur jeta les chemises. Aussitôt, les cygnes redevinrent des hommes, sauf le plus jeune, qui garda une aile de cygne, car Élisa, dans sa hâte, n'avait pas eu le temps de terminer sa chemise entièrement. Le sortilège était rompu. Élisa put enfin parler et raconter toute la vérité. Le roi implora son pardon, et la perfide marâtre fut punie pour sa cruauté, avec le conseiller du roi. Et ainsi, Élisa et ses frères vécurent heureux pour toujours. Le joueur de flûte de Hamelin. Il était une fois une petite ville paisible et prospère nommée Hamelin. Un jour, elle fut envahie par des milliers et des milliers de rats. Les rongeurs n'étaient pas seulement bruyants, ils étaient aussi voraces, dévorant tout ce qu'ils trouvaient à manger. Les habitants commencèrent à s'inquiéter, car leurs provisions diminuaient à vue d'œil. Le maire de la ville annonça qu'il offrirait une récompense de 100 pièces d'or à quiconque parviendrait à débarrasser la ville des rats. Beaucoup tentèrent, mais sans succès. Un jour, pourtant, un étranger vêtu d'un chapeau à plumes et d'habits multicolores arriva en ville et s'adressa au maire de Hamelin. « Moi, je sais comment vous débarrasser des rats. » Le maire ravi lui répondit « Eh bien, mettez-vous au travail, et la récompense sera à vous. » L'étrange personnage inclina la tête et ajouta « Veillez à ce que tous les habitants de Hamelin soient barricadés chez eux cette nuit. » Et sur ce, il tourna les talons. Lorsque le soleil se fut couché, l'étranger mit une longue flûte à ses lèvres et commença à jouer de son instrument en se promenant dans les ruelles désertes. Aussitôt, charmés par cette mélodie, les rats sortirent de tous les recoins et se rassemblèrent derrière lui. Le joueur de flûte les mena ainsi jusqu'à la rivière qui longeait la ville, et là, il monta dans une barque sans cesser de jouer.
Hypnotisés par la musique, les rats se précipitèrent dans l'eau et se noyèrent jusqu'au dernier. Le lendemain matin, le joueur de flûte alla réclamer sa récompense. Mais le maire, qui n'avait jamais eu l'intention de donner autant d'argent, lui répondit avec moquerie : « J'ai promis 100 pièces d'or à celui qui pouvait tuer ces rats, pas les faire disparaître. Où sont-ils désormais, et qui me dit qu'ils ne reviendront pas ?» Une lueur inquiétante scintilla dans le regard du joueur de flûte. « Vous regretterez de ne pas avoir tenu parole. » Sans cérémonie, le maire le congédia très satisfait de sa ruse. Puis il sortit sur le balcon de l'hôtel de ville et s'adressa aux habitants d'Hamelin. « Mes chers concitoyens, votre maire vous a débarrassé de ces maudits rats. Ce soir, nous nous réunirons pour fêter ma réussite. » La foule l'acclama, et lorsque les enfants furent bordés dans leurs petits lits, les villageois se rassemblèrent pour danser et festoyer. Alors, le joueur de flûte se remit à jouer. Cette fois-ci, cependant, ce fut les enfants qui se rassemblèrent derrière lui. Du plus jeune au plus âgé, ils suivirent le mystérieux étranger en riant et en dansant. Le joueur de flûte les conduisit jusqu'à une grotte taillée dans la roche. Dès que le dernier enfant y entra, l'ouverture de la grotte se referma pour toujours. À leur retour de la fête, les villageois cherchèrent partout leurs enfants, mais en vain. Le maire fut chassé de la ville, et on n'entendit plus jamais parler de lui. Parfois, par un matin calme, lorsque le vent se mettait à souffler, on pouvait entendre des rires d'enfants, loin dans les collines. Blanche-Neige et Rose Rouge. Il était une fois une femme pauvre qui avait 2 filles. L'une s'appelait Blanche-Neige, l'autre Rose Rouge. Une nuit d'hiver, on frappa à la porte de leur maisonnette. C'était un ours énorme qui voulait se réchauffer lui aussi près du feu de l'âtre. Bien qu'effrayée, elle le laissait rentrer. Il en fit de même les jours suivants. Chaque soir, l'ours revenait, passait la nuit dans la maison et repartait au matin. Mais dès que le printemps arriva, l'ours disparut. Un jour, Blanche-Neige et Rose Rouge allèrent dans la forêt pour ramasser du petit bois. Là, elles rencontrèrent un nain qui hurlait et gesticulait car sa barbe s'était prise dans la fente d'un tronc tombé à terre. Blanche-Neige sortit de sa poche une paire de ciseaux et coupa la barbe du nain, le libérant ainsi. « Ma barbe, ma somptueuse barbe !» gémit-il. Et sans même remercier les 2 sœurs, le nain s'empara d'un sac rempli de pierres précieuses posé derrière un buisson et disparut dans les sous-bois. Le lendemain, les filles rencontrèrent à nouveau le nain. Cette fois, sa barbe s'était emmêlée dans le fil d'une canne à pêche et un poisson solidement accroché à l'hameçon le tirait vers l'eau. Rose Rouge se précipita avec les ciseaux et coupa de nouveau la barbe du nain, le libérant pour la 2e fois. Avec un juron tonitruant, le nain s'empara d'un sac rempli de perles qu'il avait caché parmi les roseaux du rivage, puis disparut dans les sous-bois. 2 jours plus tard, les sœurs se trouvaient sur la route menant à la ville. Elles rencontrèrent encore une fois le nain qui, cette fois, était pris dans les serres d'un vautour qui voulait l'emporter dans son nid pour le dévorer. Les filles attrapèrent le nain par les jambes et tirèrent de toute leur force jusqu'à ce que le rapace lâche prise. Comme les fois précédentes, dès qu'il fut libre, le nain se mit à courir en traînant derrière lui un sac plein de pièces d'or. Peu après, les filles aperçurent le nain assis sur un tronc d'arbre en train de compter ses pièces d'or. Soudain, un énorme ours sortit de la forêt, marcha droit vers le nain et le tailla en pièces. Horrifiées, les 2 sœurs crièrent et s'enfuirent à toutes jambes. Mais l'ours les rattrapa et leur parla d'une voix douce. « Blanche-Neige, Rose Rouge, ne fuyez pas, c'est moi, votre ami que vous avez hébergé cet hiver. » Les filles reconnurent sa voix et furent très heureuses de le revoir. Alors, une chose étonnante se produisit. Un nuage d'étoiles scintillantes enveloppa l'ours qui se métamorphosa en un jeune homme beau comme le jour et vêtu d'habits tissés de fils d'or. « Je suis un prince,
leur dit-il. Ce nain m'avait jeté un sort et m'avait volé toutes mes richesses. Mais à présent, grâce à vous, je suis libéré et je vous remercie pour votre bonté et pour m'avoir aidé à rompre l'enchantement. Quelque temps plus tard, Blanche-Neige épousa le prince et sa sœur Rose-Rouge se maria avec son frère. Et ils vécurent tous heureux jusqu'à un âge très avancé. Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, il y a très longtemps, un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de son épouse et de leur fils, mais hélas, ses revenus étaient bien maigres. Son frère Cassim, qui avait épousé une riche héritière, ne cessait de le railler. Un jour, Ali Baba arriva devant une grotte dont l'entrée était fermée par un énorme rocher. Or, à cet endroit, se trouvait une bande de 40 voleurs. De l'arbre où ils s'étaient cachés pour leur échapper, Ali Baba entendit leur chef prononcer ces mots. « Sésame, ouvre-toi » Alors, la pierre à l'entrée de la grotte roula sur le côté et les brigands entrèrent l'un après l'autre au cœur de la montagne, portant de nombreux sacs d'or et des coffres remplis de pierres précieuses. En repartant, le chef dit de nouveau « Sésame, ferme-toi » et l'énorme rocher reprit sa place à l'entrée de la grotte. Lorsque les voleurs furent partis, Ali Baba murmura à son tour « Sésame, ouvre-toi » À l'intérieur, il découvrit d'innombrables trésors, mais ne prit qu'un seul sac de pièces d'or. Comme il y en avait beaucoup et qu'il était difficile de les compter, il emprunta une mesure à grains à son frère afin de peser l'or. Curieux, Cassim enduisit le fond de la mesure de miel. Et quand Ali Baba l'arrondit, il y trouva une pièce d'or collée au fond. Dévoré par la cupidité, Cassim pressa son frère sans relâche, jusqu'à ce qu'Ali Baba cède et lui dévoile la provenance de cet or. Aussitôt, Cassim se rendit à la grotte au trésor. Mais lorsqu'il voulut en sortir, il oublia les paroles magiques. C'est ainsi que les voleurs le trouvèrent à leur retour, enfermé dans la grotte. Et sans pitié, ils le découpèrent en morceaux. Ali Baba rapporta chez lui les morceaux du corps de son frère, et afin que l'enterrement pût se faire sans éveiller les soupçons, il paya un cordonnier pour les recoudre discrètement. Lorsque les voleurs découvrirent que le corps de Cassim avait disparu, ils comprirent que quelqu'un d'autre connaissait l'existence de leur repère. Furieux, ils décidèrent de le retrouver et de se venger. Le chef envoya alors l'un d'eux chez le cordonnier qui, sans se douter de rien, accepta de lui montrer la maison où il avait été convoqué cette nuit-là. Les voleurs marquèrent la porte d'un signe à la craie afin de la reconnaître plus tard. Mais Morgiane, la servante avisée d'Ali Baba, remarqua ce signe. Devinant un danger, elle eut l'idée de marquer de la même façon toutes les portes de la rue. Ainsi, lorsque les voleurs revinrent à la nuit tombée, ils furent incapables de distinguer la bonne maison. Le chef, déconcerté, dut battre en retraite, fou de rage. Le lendemain, les voleurs tentèrent une ruse plus subtile. Ils retournèrent chez le cordonnier et, en échange d'une lourde bourse d'or, obtinrent à nouveau l'adresse d'Ali Baba. Cette fois, leur chef se déguisa en marchand d'huile et se présenta chez Ali Baba avec une caravane de mulets chargés de grandes jarres en lui demandant l'hospitalité. En réalité, chacune des jarres, sauf une remplie d'huile, cachait un voleur armé jusqu'aux dents. Morgiane, toujours vigilante, eut besoin d'huile pour préparer le repas. En soulevant le couvercle d'une jarre, elle entendit une voix chuchoter. « Est-ce le moment ?» Comprenant aussitôt le complot, elle répondit calmement. « Non, pas encore. » Sans perdre un instant, elle fit chauffer de l'huile bouillante et la versa dans chaque jarre, éliminant les voleurs l'un après l'autre sans faire le moindre bruit. Pendant ce temps, Ali Baba dînait avec le faux marchand. Selon la coutume, Morgiane exécuta une danse devant l'invité. S'approchant de lui avec grâce, elle sortit soudain un poignard dissimulé dans ses vêtements et le plongea dans le cœur du chef des voleurs.
Ce n'est qu'alors qu'elle montra à Ali Baba les jarres et ce qu'elles contenaient. Il comprit alors que Morgiane, par son intelligence et son courage, venait de lui sauver la vie. Ali Baba maria son fils à Morgiane et tous vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Le vaillant petit tailleur. Il était une fois un petit tailleur qui cousait à sa fenêtre. En attrapant à la hâte un morceau d'étoffe, il écrasa plusieurs mouches chacassantes qui le tourmentaient. Et lorsqu'il souleva le tissu, que vit-il? 7 d'entre elles gisaient mortes. Cet exploit le remplit d'orgueil. Il se fabriqua aussitôt une ceinture sur laquelle il broda les mots « 7 d'un coup ». Puis notre ami partit dans le vaste monde, bien décidé à se vanter partout de ses prouesses. Il ne tarda pas à rencontrer un géant énorme qui se mit à se moquer de lui. « Tu ferais bien de me montrer un peu de respect !» s'écria le petit tailleur. « Lis plutôt ce qui est écrit sur la ceinture que je porte, et tu comprendras à qui tu as affaire. » À mesure qu'il lisait, le géant sentit la peur lui glacer le sang. « Miséricorde, pensa-t-il. Aurait-il tué cet homme d'un seul coup? Il décida alors de tester la force du tailleur. Il ramassa un gros rocher et le serra si fort entre ses mains que de l'eau commença à en couler. « Eh bien, es-tu capable de cela, petit freluquet ?» demanda le géant. Le tailleur fit semblant de ramasser une pierre, mais sortit en cachette de sa besace un morceau de fromage qu'il pressa dans sa main jusqu'à ce que du petit lait en dégouline. En voyant cela, le géant prit vraiment peur. Ainsi, pendant qu'ils marchaient ensemble, il lança à son compagnon des regards effrayés en cachette. Ils arrivèrent à un cerisier chargé de fruits bien mûrs. Le géant plia le tronc pour aider le tailleur à cueillir les cerises les plus hautes. Mais tandis que celui-ci mangeait en se tenant à une branche, le géant relâcha brusquement le tronc. Le petit tailleur fut projeté loin dans les airs. « Oh, oh, oh !» ria le géant. « Je vois que tu n'es même pas capable de te tenir sur ces branches fines. Est-ce là l'étendue de ta force ?» ?»« Pauvre nigaud, répondit le tailleur. Je n'ai fait que sauter par-dessus l'arbre. Essaye donc toi aussi. » Le géant sauta à son tour, mais son pied resta coincé entre les branches du cerisier et il tomba lourdement. À cet instant précis, le carrosse du roi passa par là. « Beau travail, jeune homme, » dit le roi. « Tu as capturé ce méchant géant. Je te donne un sac de pièces d'or et un poste important au palais. » Tout le monde apprit alors la bravoure du petit tailleur qui avait capturé le géant. Et depuis ce jour, plus personne n'osa lui chercher querelle. Alice au pays des merveilles. Par une chaude journée d'été, assise à l'ombre d'un arbre auprès de sa sœur qui lisait un livre, une fillette nommée Alice sentait le sommeil l'envahir. Soudain, un lapin blanc, tenant une montre de poche à la main, passa en courant devant elle. Alice se leva aussitôt pour le suivre et, en peu de temps, elle entra dans le terrier du lapin. Au bout du tunnel, elle se retrouva devant une petite porte. Mais comment entrer alors qu'elle était bien trop grande? Son regard tomba sur une bouteille portant une inscription en grosses lettres. « Bois-moi ». La fillette but le contenu de la bouteille et sentit qu'elle devenait de plus en plus petite, jusqu'à atteindre la taille idéale pour passer par la porte. Alice rencontra ensuite une chenille installée sur le chapeau d'un champignon. « Mords ce côté du champignon pour grandir et ce côté pour rapetisser », lui conseilla la chenille. Alice s'exécuta et goûta successivement aux 2 côtés jusqu'à retrouver une taille à peu près normale. Peu après, Alice aperçut un chat perché dans un arbre. Le chat lui sourit et lui indiqua une maison toute proche. À l'intérieur se trouvait le lapin blanc, occupé à boire du thé en compagnie du chapelier fou et du lapin de Mars. Tous les 3 étaient très ennuyeux, et le chapelier même fort impoli. Excédée, Alice se leva de table, et après avoir ouvert une porte, elle entra dans un jardin d'une beauté inégalée. En l'explorant, Alice rencontra 2 cartes à jouer, qui peignaient en rouge des roses blanches. Elles lui expliquèrent que s'il n'agissait pas ainsi,
La reine de cœur, qui détestait les roses blanches, leur couperait la tête. À ces mots, la reine passa par là. Les fusillant d'un regard sévère et voyant que le travail n'était pas terminé, elle ordonna aux gardes qui l'accompagnaient « Coupe la tête à ces 2 jardiniers paresseux !» Puis la reine ordonna à tout le monde de la suivre jusqu'à son château. Là, le lapin blanc lut la liste de ceux qui avaient dérobé les tartes de la souveraine. La reine interrogea aussi Alice à ce sujet, mais la pauvre ne savait que répondre, et voilà qu'au même instant, sur la table du tribunal, Alice se mit à grandir, jusqu'à toucher le plafond de la salle d'audience. Perdant patience, la reine ordonna aux gardes qu'on lui coupe la tête à elle aussi. Une armée entière de cartes à jouer se mit alors à voler vers Alice, tandis que la fillette tentait de les repousser. « Alice, réveille-toi !» Cette voix appartenait à sa sœur. Alice se frotta les yeux et regarda autour d'elle étonnée. Elle était de nouveau au pied de l'arbre. « Oh, ma sœur, si tu savais quel étrange rêve j'ai fait !» dit Alice, et elle commença à lui raconter ses aventures au pays des merveilles. Le magicien d'Oz. Il était une fois une petite orpheline nommée Dorothée qui vivait avec son oncle et sa tante dans une toute petite ferme perdue au milieu du Kansas. Son meilleur ami était un petit chien nommé Toto. La vie à la ferme était dure et monotone, comme Dorothée aurait voulu lui échapper. Un jour, une terrible tornade surgit soudainement du ciel, souleva la maison et l'emporta très loin. Après une attente qui parut interminable, la maison retomba dans un pays enchanté appelé Oz. Heureusement, mis à part une énorme frayeur, ni Dorothée ni Toto ne furent blessés. Une femme aimable, apparue comme par magie, accueillit la fillette. « Je m'appelle Glinda, et je suis la bonne sorcière du Sud. Sache qu'en s'écrasant sur le sol, ta maison a tué la méchante sorcière de l'Est. Pour cela, nous t'en sommes tous reconnaissants, et en signe de gratitude, je t'offre ces souliers enchantés. »« Merci beaucoup, » répondit Dorothée. « Mais après avoir visité ces lieux merveilleux, j'aimerais vraiment rentrer chez moi. Dites-moi, bonne fée, pourriez-vous m'aider ?» Glinda conseilla à la fillette de suivre la route pavée de briques jaunes qui menait à la cité d'Émeraude. Là-bas, lui expliqua-t-elle, elle pourrait demander de l'aide au grand magicien d'Oz. Sans perdre un instant, Dorothée et Toto se mirent en route. En chemin, ils rencontrèrent l'épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion peureux. Chacun d'eux espérait recevoir du grand magicien ce qui lui manquait. L'épouvantail voulait une cervelle, l'homme de fer blanc un cœur et le lion peureux du courage. Lorsqu'ils arrivèrent à la cité d'Émeraude, le magicien d'Oz leur apparut sous l'aspect d'une énorme tête verte. « J'exaucerai vos vœux si vous parvenez à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. » Mais en route vers le château de la sorcière, ces singes ailés capturèrent Dorothée. Quand ses amis réussirent à la retrouver, la sorcière tenta de les repousser et mit le feu à l'épouvantail. Heureusement, Dorothée eut la présence d'esprit de lui jeter un seau d'eau. L'eau éclaboussa la sorcière de la tête aux pieds et celle-ci fondit aussitôt. Victorieux, les 5 compagnons retournèrent chez le magicien d'Oz. Mais celui-ci leur dit « Revenez demain et je vous donnerai ce que vous souhaitez. » Excédé, le lion poussa un rugissement qui effraya Toto. Le petit chien renversa un paravent derrière lequel se cachait un tout petit vieillard à l'air apeuré. Le magicien d'Oz était un imposteur et n'avait pas de réel pouvoir. Dorothée était courroucée et le vieil homme se répandit en excuses. Il confectionna une cervelle de paille pour l'épouvantail, un cœur de métal pour l'homme de fer blanc et remit au lion peureux une médaille en récompense de son courage. Puis il indiqua une immense montgolfière à Dorothée. « Je m'apprêtais à quitter Oz pour toujours, » lui confia-t-il. Mais au moment où Dorothée se préparait à monter dans la montgolfière du magicien d'Oz pour rentrer chez elle,
Une rafale de vent emporta le ballon avec le magicien à bord, le faisant disparaître au loin. Pauvre Dorothée, comment allait-elle rentrer chez elle? Soudain, la bonne sorcière du Sud apparut. Elle rappela à Dorothée les souliers enchantés qu'elle portait depuis le début. Il te suffit de claquer 3 fois du talon pour rentrer chez toi. Dorothée prit Toto dans ses bras et frappa ses souliers, comme la sorcière le lui avait conseillé. Et en un instant, elle se retrouva chez elle. Folle de joie, elle retrouva son oncle et sa tante. Dorothée avait compris l'importance de ce qu'elle avait cru perdre à jamais. Barbe bleue. Il était une fois un homme très riche qui possédait de magnifiques maisons, de l'or en abondance et de somptueux vêtements. Pourtant, aucune femme ne voulait l'épouser, car il avait une barbe d'un bleu étrange qui lui donnait un air effrayant. On le surnommait partout Barbe bleue. Dans un village voisin vivait une veuve qui avait 2 filles. Barbe bleue demanda leur main, mais aucune d'elles ne voulut devenir son épouse. Outre son étrange barbe, on racontait que le puissant seigneur avait été marié 6 fois, mais personne ne savait ce que ces 6 épouses étaient devenues. Barbe bleue ne s'avoua pas vaincue et les invita à de somptueuses fêtes qu'il organisa dans sa splendide demeure. Peu à peu, la plus jeune des sœurs, Marguerite, se laissa séduire par ses richesses et son titre. « Après tout, pensait-elle, il ne doit pas être aussi terrible qu'il en a l'air. Et avec une pareille fortune, que m'importe la couleur de sa barbe ?» Sa sœur Anne tenta de la raisonner, mais Marguerite avait pris sa décision. Le mariage fut célébré et la jeune femme s'installa dans le grand château de son mari. Peu après, Barbe bleue annonça qu'il devait partir en voyage. Avant de quitter le château, il remit à sa femme un gros trousseau de clés. « Voici les clés de toute la maison et de mes coffres forts, lui dit-il. Vous pouvez ouvrir toutes les portes de la demeure, excepté celle du petit cabinet qui se situe au bout de cette galerie. Si j'apprenais que vous m'avez désobéi, ma colère serait terrible. » La jeune épouse promit de lui obéir. À peine Barbe bleue partit, elle invita ses amis et ses voisines pour leur montrer le château. Toutes admirèrent la magnificence des lieux. Mais tandis que ses invités riaient et s'émerveillaient, la jeune femme ne cessait de penser à la petite clé du cabinet. Une fois seule, la curiosité devint trop forte. Elle descendit un escalier sombre et arriva devant la porte défendue. Puis, d'une main tremblante, elle tourna la clé. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre et la pauvre Marguerite crut mourir d'effroi. La pièce était remplie des corps des anciennes épouses de Barbe bleue, pendues ou étendues sur le sol. Terrifiée, elle laissa tomber la petite clé qui se tacha de sang. Elle tenta de la nettoyer, mais le sang revenait sans cesse comme par magie. Contre toute attente, Barbe bleue rentra plus tôt que prévu. Il demanda aussitôt son trousseau de clés. En voyant la petite clé tachée de sang, il comprit aussitôt ce qui s'était produit. « Vous avez ouvert la porte du cabinet, dit-il d'une voix terrible. Eh bien, vous allez rejoindre vos compagnes sur le champ. » Désemparée, la jeune femme le supplia de lui accorder un peu de temps pour prier. Barbe bleue accepta de lui accorder quelques minutes. Elle monta alors au sommet de la tour et appela sa sœur Anne, venue lui rendre visite. « Anne, ma sœur Anne, nos frères sont censés nous rejoindre. Ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, » répondit Anne, le cœur serré. Pendant ce temps, Barbe bleue montait lentement l'escalier, son sabre à la main. « Votre heure a sonné, il vous faut mourir !» La pauvre Marguerite appela de nouveau. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois un nuage de poussière. Hélas, ce n'est qu'un troupeau de moutons. » Barbe bleue poussa un rugissement de colère. « Vas-tu enfin descendre ?» Désespérée,
Marguerite se tourna une dernière fois vers sa sœur. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois 2 cavaliers qui arrivent à brides abattues. Ce sont nos frères. » Au moment où Barbe-Bleue s'apprêtait à frapper, les frères surgirent dans la pièce. Ils se jetèrent sur lui et le tuèrent. Marguerite hérita de toute sa fortune. Ainsi, elle maria sa sœur Anne à un gentilhomme qu'il aimait depuis longtemps et acheta des charges de capitaine pour ses 2 frères. Quant à elle, elle épousa un homme très bon et très modeste qui lui fit oublier la cruauté de Barbe-Bleue. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées se montraient très vaniteuses, tandis que la Benjamine, que l'on surnommait Belle, était douce et bienveillante. Un jour, à la suite d'une violente tempête en mer, tous les navires du marchand sombrèrent. Ruiné, il décida d'aller récupérer ce qu'il pouvait. Sur le chemin du port, il fut surpris par un orage effroyable et eut peine à avancer. Au loin, dans l'obscurité de la nuit, il aperçut une lueur. En s'en approchant, il découvrit qu'elle provenait d'un château. Alors qu'il se tenait devant l'entrée, la lourde porte s'ouvrit d'elle-même. Pourtant, personne ne vint à sa rencontre. Dans une salle, la table était dressée pour un invité. Il s'assit, mangea, puis trouva une chambre où, fourbu, il s'endormit profondément. Au matin, n'ayant trouvé personne à remercier, il se prépara à repartir. Apercevant des rosiers dans le jardin, il pensa à Belle et cueillit une fleur pour elle. C'est alors qu'un terrible grondement retentit. Une créature monstrueuse surgit devant lui. « Je t'accorde le gîte, et tu me dérobes mes fleurs. »« Pitié, sire, cette rose était destinée à ma plus jeune fille, » supplia le marchand tremblant. « Je suis la bête, » rugit le monstre. « Je te laisserai la vie sauve si l'une de tes filles accepte de venir ici de son plein gré. » De retour chez lui, le marchand raconta son aventure. Belle accepta immédiatement de partir à sa place. Lorsque Belle et son père arrivèrent au château, il paraissait vide. Pourtant, un repas somptueux les attendait. Alors qu'ils s'installaient, la bête se manifesta. « Votre père devra quitter ces lieux demain et ne jamais revenir. » Comme convenu, le père repartit au petit matin, le cœur brisé. Belle, elle aussi, était bien malheureuse. Mais la bête se révéla si attentionnée que bientôt Belle s'attacha à elle. Chaque soir, cependant, la bête lui demandait de l'épouser, et chaque fois, la Belle, très embarrassée, refusait sa demande en mariage. Un jour, la créature offrit à la jeune fille un miroir enchanté, grâce auquel elle pourrait voir son père. En s'y regardant, Belle aperçut que son père était souffrant. « Allez le rejoindre, » dit la bête en lui tendant une bague. « En la mettant à votre doigt, vous vous retrouverez chez vous. Pour revenir ici, il vous suffira de l'ôter. Tâchez de revenir ici au bout d'1 semaine. » Aussitôt la bague enfilée, Belle se retrouva auprès de son père. Elle le soigna jusqu'à ce qu'il fût rétabli. Ses perfides sœurs, jalouses des tenues somptueuses que Belle avait ramenées avec elle, la prièrent de rester. « Ainsi, pensait-elle, la bête se vengera d'elle. » La nuit du 10e jour, Belle vit en rêve la bête, gisant sans vie dans le jardin de roses. Elle retira aussitôt l'anneau et fut transportée au château. Elle courut dans le jardin et y trouva la bête à l'endroit même où elle l'avait aperçue en songe. « Je vous en conjure, ne m'abandonnez pas !» sanglota Belle. « Je vous aime, la bête. » À ces mots, la bête se transforma en un splendide prince. « Belle, ma douce, vous venez de briser le sortilège qui pesait sur moi, un charme que seul un amour sincère pouvait défaire. » Ils se marièrent
et vécurent ensemble, comblés et heureux, dans leur beau château. La petite marchande d'allumettes. Un soir de nouvel an froid et lugubre, une pauvre petite fille, qui essayait de vendre des allumettes pour s'acheter un morceau de pain, grelottait dans une porte d'entrée. Hélas, personne ne lui prêtait guère attention. Certains ne virent même pas ses pieds nus et ses vêtements en haillons. Quand les rues commencèrent à se vider et que les fenêtres éclairées rappelèrent chez eux les derniers passants, la petite fille craqua une de ses précieuses allumettes pour essayer de se réchauffer. Il sembla qu'un feu de cheminée apparut devant elle. Avec un petit cri, elle étendit ses pieds gelés vers lui, mais l'allumette s'éteignit et le feu disparut. Les doigts tremblants, la petite fille frotta une autre allumette. À présent, il lui sembla qu'elle pouvait voir à travers le mur de la maison d'en face. Il y avait une table couverte d'une ribambelle de mets délicats. Mais quand elle tendit les mains, l'allumette s'éteignit et la vision disparut. Les larmes aux yeux, la petite fille frotta une troisième allumette. Cette fois, elle se vit à l'intérieur de la maison, assise sous un arbre de Noël illuminé de 1000 chandelles. Alors que les lumières de l'arbre s'évanouissaient, la petite fille alluma sa dernière allumette. Elle vit alors sa chère grand-mère qui lui souriait. « Laisse-moi rester avec toi pour toujours !» s'écria la pauvre fille. Alors, la vieille dame la prit dans ses bras et l'emporta doucement vers le ciel. Le lendemain, les passants trouvèrent la petite fille. Quelques-uns versèrent des larmes sur l'enfant, mais ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. Ils ignoraient également que, si elle avait bien souffert, elle goûtait désormais, dans les bras de sa grand-mère, la plus douce des félicités. Le prince Grenouille. Dans un pays lointain, vivait un roi qui avait 7 ravissantes filles. Mais la plus jeune princesse était de loin la plus belle, et le roi l'aimait plus que tout. Hélas, elle était aussi très gâtée et habituée à toujours obtenir ce qu'elle voulait. Un jour, tandis qu'elle se promenait dans les bois qui bordaient le palais royal, la princesse se reposa à l'ombre d'un grand chêne, sur le rebord d'une source fraîche. Assise tranquillement, elle s'amusa à lancer la balle d'or qui ne la quittait jamais. Mais soudain, la balle lui glissa des mains et plongea dans les profondeurs de l'eau. La princesse versa bien des larmes, car elle était très attachée à sa balle d'or. C'est alors qu'une petite voix coassa près d'elle. « Sèche tes larmes, belle princesse, je peux t'aider. » À quelques centimètres d'elle, une petite grenouille verte la fixait de ses yeux globuleux. « Je peux sauter dans le puits et récupérer ta balle, » affirma-t-elle. « si tu acceptes de me donner à manger, à boire et de me permettre de dormir sur ton oreiller de soie. » Sans réfléchir, la princesse accepta. « Très bien, petite grenouille, je te donnerai tout ce que tu me demandes. » La grenouille sauta alors dans l'eau et remonta avec la balle. Mais la princesse courut aussitôt vers le château, laissant la grenouille loin derrière elle. Ce soir-là, alors que la princesse dînait, on frappa à la porte. Votre Altesse, dit un serviteur, une grenouille demande à vous voir. Dites-lui que je suis occupé, répliqua la princesse. Mais le roi lui demanda des explications et sa fille dut raconter toute l'histoire. « Une promesse est une promesse, » la gronda le roi sévèrement. À contre-cœur, la princesse prit la grenouille et la posa du bout des doigts sur la table à côté d'elle. Le roi dit « Offre donc de la nourriture à notre invité. » Et la princesse obéit. La grenouille mangea avec appétit, mais la princesse ne put plus avaler une seule bouchée. Le roi reprit « Offre donc à boire à notre invité. » Et la princesse tendit son verre à la grenouille, qui en vida le contenu d'un trait. Enfin, la grenouille s'étira et déclara « Je suis prêt à me coucher, princesse. » La jeune fille lança à son père un regard implorant, mais le roi lui fit les gros yeux. Arrivé dans la chambre de la princesse,
La grenouille coassa. « À présent, princesse, pose-moi sur ton oreiller. » La princesse eut un frisson de dégoût à cette idée, et dans un excès de rage, elle jeta avec force la petite grenouille sur le mur. La grenouille poussa un petit cri, puis se mit à pleurer doucement. « Oh, je sais que je vous répugne, belle princesse. » Gémit-elle. Consciente de la cruauté de son geste, la princesse la posa délicatement sur son oreiller de soie. Aussitôt, un événement incroyable se produisit. La grenouille devint un beau prince qui lui sourit. « Vous m'avez délivré d'un mauvais sort, » confia-t-il. « À compter d'aujourd'hui, je serai votre fidèle serviteur. » Et peu après, le prince et la princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Le géant égoïste. Il y a très très longtemps, dans un pays lointain, se trouvait un somptueux jardin. Chaque jour après l'école, les enfants s'y arrêtaient pour y jouer pendant des heures. Mais ce merveilleux jardin appartenait à un géant que personne n'avait vu depuis des années. On avait rarement vu un jardin aussi beau que celui du géant. Ses pelouses étaient faites d'une herbe aussi douce que la soie, et on y trouvait une profusion de fleurs au doux parfum, ainsi qu'une multitude d'arbres parfaits pour y grimper, sur les branches desquels de petits oiseaux chantaient joyeusement. Il y avait même un lac où les enfants faisaient flotter des bateaux en papier, et où nageaient gracieusement des cygnes aux plumes blanches. En réalité, le géant s'était absenté pendant 7 ans pour un long voyage. Puis, un matin d'hiver glacial, il retourna dans son domaine. Lorsqu'il aperçut les enfants qui jouaient dans son jardin, il entra dans une grande colère et cria « Que faites-vous ici, petits effrontés ?» Les enfants, effrayés, s'enfuirent aussitôt. Le géant fit alors construire un haut mur autour du jardin et plaça un panneau sur lequel était écrit « Ceux qui entreront ici seront sévèrement punis. » C'était décidément un géant égoïste. Comme les enfants ne pouvaient plus jouer dans ce jardin merveilleux, ils trouvèrent d'autres endroits pour s'amuser dans des rues sales et poussiéreuses. Quand le printemps arriva, tout le pays se couvrit de fleurs et les oiseaux chantèrent joyeusement, occupés à bâtir leurs nids. Il n'y avait qu'un seul endroit où l'hiver semblait ne jamais finir. C'était le jardin du géant, et il en fut ainsi année après année. « Je ne comprends pas pourquoi le printemps tarde tant à venir, » se disait sans cesse le géant égoïste. Un jour, enfin, il entendit une douce musique. Intrigué, il se pencha à la fenêtre et vit que le printemps était arrivé jusque dans son jardin. Un groupe d'enfants s'était glissé à l'intérieur par une brèche du mur. Les arbres, heureux de les revoir, s'étaient couverts de feuilles et de fleurs parfumées. Seul un grand chêne, planté dans un coin du jardin, restait couvert de givre. À son pied, un tout petit garçon pleurait, incapable de se hisser sur ses branches. Le cœur rempli de compassion, le géant s'approcha de lui et l'aida à monter sur l'arbre, qui se couvrit aussitôt de fleurs. « Comme j'ai été méchant avec vous, et combien j'ai été égoïste, chers enfants, » leur dit le géant. « À présent, je comprends pourquoi le printemps s'est fait attendre si longtemps. » Et aussitôt, il se saisit d'un marteau et démolit le mur du jardin. Dès ce jour, les enfants purent aller et venir librement sur son domaine. À leur grande joie, même le géant se joignit à leur jeu. Les années passèrent. Le géant devint vieux et faible, mais chaque jour, il regardait les enfants jouer dans son jardin. Pourtant, il ne revit jamais le petit garçon. Un matin d'hiver, il aperçut de nouveau le petit garçon qu'il avait aidé autrefois. Il courut vers lui, mais s'arrêta soudain. L'enfant portait aux mains et aux pieds des blessures profondes. « Qui t'a fait cela ?» cria le géant rempli de colère. « Ce sont les marques de l'amour, » répondit doucement l'enfant. « Tu m'as laissé jouer autrefois dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras jouer avec moi dans le mien. » Ce jour-là, on trouva le géant étendu sous un arbre,
couvert de fleurs blanches. Il était mort paisiblement, et les enfants comprirent qu'il était allé dans le jardin du paradis. Le roi Midas. Il était une fois un roi qui s'appelait Midas. C'était un souverain bon et respecté de ses sujets. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de son château, le roi aperçut un vieil homme endormi à l'ombre d'un arbre. Il aurait pu appeler ses gardes et faire jeter ce malheureux en prison, mais il eut pitié du vieillard et ne le punit pas. Soudain, une fée apparut à ses côtés. « Puisque tu as un cœur si compatissant, dit la fée, je vais exaucer un de tes vœux. » Le roi réfléchit un moment, puis répondit « Je voudrais, bonne fée, que tout ce que je touche se transforme en or. » La fée prononça quelques paroles magiques, et lorsque Midas toucha des fleurs autour de lui, elles se changèrent en or massif. Le roi essaya alors ses nouveaux pouvoirs sur les statues, les transformant elles aussi en or. Il en alla de même avec les arbres. Mais après avoir transformé tant de choses en or, le roi Midas eut faim. Il entra donc dans le château, pensant goûter aux mets disposés sur la table. Et que crois-tu qu'il arriva ? La nourriture qu'il portait à sa bouche et le vin qu'il voulait avaler se changèrent eux aussi en or. Le roi était désormais dans une situation terrible, tourmenté par la faim et la soif. Au moment même où il se lamentait sur son sort, sa fille apparut. La fillette courut joyeusement vers lui pour l'embrasser. En vain, le roi essaya de l'en empêcher. Dès qu'il la toucha, elle se transforma en une statue d'or. Désespéré, Midas se rendit dans le jardin et invoqua la fée, qui ne tarda pas à apparaître. Aussitôt, le roi se jeta à ses pieds et la supplia. « Je t'en prie, bonne fée, reprends ce don que tu m'as accordé. » La fée eut pitié de lui et exauça sa prière. Je te laisse imaginer le bonheur du roi Midas lorsque sa chère petite fille put de nouveau venir l'embrasser. Le prince heureux. Il était une fois un prince qui, durant son règne, avait été très compatissant. Il veillait à ce que tous ses sujets soient heureux et vivent dans l'abondance. Un jour, pourtant, il tomba gravement malade et mourut. En sa mémoire, les habitants érigèrent une statue le représentant tel qu'il avait été de son vivant, serein et heureux. Placée sur un haut socle, l'immense statue veillait sur la ville et brillait au soleil, entièrement recouverte d'or. À la place de ses yeux étaient enchâssés 2 saphirs lumineux, tandis que sur le pommeau de l'épée sur laquelle il s'appuyait était serti un grand rubis rouge comme le feu. Un jour d'automne, alors que de nombreux oiseaux se dirigeaient vers les pays chauds pour fuir l'hiver rigoureux, une hirondelle s'arrêta pour se reposer au pied de la statue. Soudain, elle sentit tomber sur elle une goutte d'eau. En levant les yeux, elle vit que ce n'était pas une goutte de pluie, mais une larme qui coulait sur la joue du prince doré, car la statue pleurait. « Pourquoi pleures-tu » demanda l'hirondelle. La statue lui répondit « Je pleure par compassion pour les pauvres qui vivent dans la ville, dont les enfants n'ont pas de vêtements chauds et manquent de nourriture. » Il montra à l'hirondelle une mère pauvre et son enfant malade, sans nourriture ni argent. Il lui demanda d'emporter le rubis de son épée. Bien qu'elle hésitât à cause du froid, l'hirondelle accepta de rester une nuit et accomplit sa mission. En voyant le garçon apaisé, elle se sentit heureuse. Le lendemain, le prince parla d'un jeune écrivain affamé, grelottant dans sa mansarde. L'hirondelle resta un jour de plus et lui apporta l'un des yeux de saphir du prince. Puis la statue lui demanda une dernière fois son aide, sauver une petite fille trop pauvre pour apporter son travail à la maison. Malgré le froid qui devenait de plus en plus cruel, l'hirondelle prit le second œil et le lui apporta. « Tu es désormais aveugle, prince. Par conséquent, je resterai à tes côtés, » lui promit l'hirondelle. Ensemble, les 2 amis veillèrent sur la ville. À la demande du prince, l'hirondelle distribua peu à peu toutes les feuilles d'or de la statue aux pauvres. Puis, l'hiver arriva. L'hirondelle
affaibli par le gel, s'endormit aux pieds du prince et ne se réveilla pas. Alors, le cœur de plomb du prince heureux se brisa. Le lendemain, des hommes décidèrent de détruire la statue, devenue terne et inutile à leurs yeux. Une fois qu'ils eurent fondu la statue du prince, il ne resta qu'un petit cœur de plomb, qu'ils jetèrent avec la dépouille de l'hirondelle. Un ange les recueillit au paradis, et Dieu décréta : « Désormais, cet oiseau chantera dans mon jardin pour toujours, et le prince ne versera plus aucune larme. » Les fées. Il était une fois une mère et ses 2 filles qui vivaient ensemble dans une petite chaumière. La mère et sa fille aînée se ressemblaient beaucoup. Elles étaient grincheuses, fières et jamais contentes. La plus jeune, au contraire, était douce, gentille et toujours prête à aider. Elle tenait cela de son père, qui était mort depuis longtemps. La mère adorait l'aînée et traitait la cadette très durement. Elle la faisait travailler toute la journée et lui donnait les tâches les plus pénibles. 2 fois par jour, la plus jeune devait marcher très loin pour aller chercher de l'eau à la fontaine, avec une cruche presque trop lourde pour elle. Un matin, alors qu'elle remplissait sa cruche, une vieille femme s'approcha et lui dit d'une voix fatiguée : « S'il te plaît, pourrais-tu me donner à boire ?» La jeune fille sourit, rinça sa cruche pour que l'eau soit bien propre, puis la remplit à nouveau. « Bien sûr, madame, » répondit-elle avec douceur. La vieille femme but et la regarda avec des yeux brillants. « Tu es vraiment gentil et poli. Pour te récompenser, je vais te faire un cadeau magique. » En effet, cette vieille femme était une fée déguisée. « À partir de maintenant, déclara-t-elle, à chaque fois que tu parleras, il sortira de ta bouche soit une fleur, soit une pierre précieuse. » La jeune fille, étonnée mais heureuse, rentra chez elle. Sa mère la gronda. « Pourquoi rentres-tu si tard ?»« Oh, pardon, mère, » répondit sa fille. À peine eut-elle prononcé ces mots que des roses, des perles et des diamants tombèrent de sa bouche. La mère resta bouche bée. « Ciel, qu'est-ce donc que cela ?» La jeune fille raconta tout ce qui lui était arrivé, et plus elle parlait, plus les trésors s'accumulaient. Sans perdre un instant, la mère convoqua son aîné. « Va à la fontaine avec cette cruche d'argent et sois poli avec la personne que tu rencontreras, » lui recommanda-t-elle. L'aîné s'y rendit en traînant des pieds. À la fontaine, une dame richement habillée s'approcha et lui demanda à boire. C'était encore la fée, mais déguisée cette fois en princesse. « Vous donnez à boire ?» glapit l'aîné. « Servez-vous vous-même ?» La dame la regarda calmement. « Tu n'es ni gentille, ni respectueuse. Voilà donc mon cadeau. À chaque parole que tu diras, il sortira de ta bouche un serpent ou un crapaud. » Furieuse, l'aînée rentra chez elle. Dès qu'elle la vit, sa mère fondit sur elle. « Alors ?» demanda-t-elle. « Alors quoi ?» répondit sa fille. Et aussitôt, un crapaud et un serpent tombèrent à terre. La mère poussa un cri de colère et voulut battre la plus jeune, pensant que tout était de sa faute. Effrayée, la cadette s'enfuit dans la forêt. Elle pleurait quand un jeune prince, qui chassait dans les environs, croisa sa route. « Pourquoi es-tu toute seule ?» demanda-t-il. En parlant, la jeune fille laissa tomber des diamants et des fleurs. Le prince, émerveillé, lui demanda d'où venait ce don. Elle lui raconta son histoire. Le prince comprit vite que sa gentillesse valait plus que tous les trésors du monde. Il tomba amoureux d'elle et l'emmena à son château, où ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Quant à la sœur aînée, elle devint si désagréable que même sa mère finit par la chasser. Seule et sans amis, elle disparut dans la forêt et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Ainsi s'achève
une nouvelle compilation de mini-contes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à l'heure du conteur afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!